Sous la lumière blafarde de l'écran, le cœur de Jules battait à tout rompre, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Il fixait la porte de sa chambre, craignant le moindre bruit de pas dans l'escalier de leur maison à Rouen. Quelques minutes plus tôt, son père, Marc, avait ouvert son ordinateur portable sans prévenir, et ce qu'il y avait découvert risquait de tout changer. Dans cette maison aux murs tapissés de souvenirs, où les rires d'autrefois semblaient encore résonner, Jules, 19 ans, avait toujours été le fils discret, celui qui observait plus qu'il ne parlait. Ses cheveux châtains en bataille, ses yeux verts hérités de sa mère, Amélie, et son sourire timide cachait un monde intérieur qu'il gardait jalousement. Étudiant en première année de littérature à l'université de Rouen, il passait ses journées entre les cours, les livres de Rimbaud et les nuits blanches à rêver d'un ailleurs, d'une liberté qu'il n'osait nommer. Mais ce soir-là, dans la petite chambre encombrée de posters et de cahiers, la vérité qu'il avait enfouie pendant des années venait de surgir comme une tempête. Marc, son père, un ouvrier de 45 ans aux mains calleuses et au regard franc, n'avait jamais été homme à fouiller dans les affaires des autres. Pourtant, ce soir-là, poussé par une intuition inexplicable, il avait allumé l'ordinateur de son fils pour chercher une facture sauvegardée. Ce qu'il trouva à la place, une vidéo laissée ouverte, un onglet oublié, le laissa figé, le souffle court. Des images qu'il n'aurait jamais imaginé voir sur l'écran de Jules. Des images qui, dans l'esprit de Marc, élevé dans une petite ville normande où certaines vérités restaient tues, semblaient venir d'un autre monde. Jules. La voix de Marc résonna dans la maison, grave et tremblante, brisant le silence de la soirée. Jules sursauta, refermant brutalement son carnet de notes. Il savait que ce moment, qu'il avait tant redouté, était arrivé. En montant l'escalier, chaque marche semblait le rapprocher d'un gouffre. Amélie, la mère de Jules, était dans la cuisine, un tablier autour de la taille, en train de préparer une tarte aux pommes, son rituel du dimanche soir. À 43 ans, elle était la douceur incarnée, avec ses cheveux blonds relevés en chignon et ses lunettes rondes qui glissaient souvent sur son nez. Mais ce soir, elle sentit une tension dans l'air, un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent d'automne qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Lorsque la voix de Marc éclata, elle posa son rouleau à pâtisserie et monta à son tour, le cœur serré. Dans la chambre, Marc tenait l'ordinateur, l'écran toujours allumé, comme une preuve accablante. « Explique-moi, Jules, » dit-il, sa voix oscillant entre colère et désarroi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Jules sentit ses joues s'embraser. Il voulait parler, mais les mots restaient coincés, comme des oiseaux pris dans une cage trop étroite. Il baissa les yeux, fixant le parquet usé, incapable de soutenir le regard de son père. « Ce n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-il enfin, mais sa voix tremblait, et il savait que ses mots sonnaient faux. Amélie entra à ce moment-là, son regard passant de son mari à son fils. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, posant une main sur l'épaule de Jules, un geste instinctif de protection. Mais Marc, les mâchoires serrées, pointe à l'écran. « Regarde toi-même. » Le silence qui suivit fut insoutenable. Amélie s'approcha, ses yeux scrutant l'écran, puis se posant sur Jules. Elle ne dit rien, mais son regard, mélange de douleur et de compréhension, brisa quelque chose en lui. « Jules, » murmura-t-elle, comme une prière. Ce n'était pas seulement la découverte des vidéos qui bouleversait la famille. Ce que Marc et Amélie ignoraient, c'était que cette révélation n'était que le début d'une vérité bien plus profonde, une vérité qui allait exhumer des secrets enfouis depuis des décennies, des blessures jamais cicatrisées, et un passé que Marc lui-même avait cru oublier. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Jules n'avait presque pas dormi, hanté par les images de la veille. Il descendit dans la cuisine, où Amélie buvait son café en silence, les yeux rougis. Marc était absent, parti tôt pour l'usine, ou peut-être pour fuir l'attention. Jules s'assit, hésitant, puis murmura « Maman, je suis désolé. » Amélie posa sa tasse, ses mains tremblantes. « Tu n'as pas à t'excuser d'être qui tu es, Jules, » dit-elle doucement. « Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Jules sentit une boule se former dans sa gorge. Comment expliquer des années de silence? Comment raconter les nuits passées à se demander s'il serait rejeté, s'il perdrait l'amour de ses parents? « J'avais peur, » avoua-t-il enfin. « Peur que vous ne m'aimiez plus. »
Amélie tendit la main pour serrer la sienne, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée claqua. Marc était de retour, plus tôt que prévu. Il entra dans la cuisine, son visage fermé, mais ses yeux trahissaient une lutte intérieure. « On doit parler », dit-il, sa voix plus calme que la veille, mais toujours tendue. Ce que Jules ignorait, c'était que Marc n'avait pas seulement vu les vidéos. En fouillant davantage, poussé par une curiosité mêlée de panique, il avait trouvé des messages, des échanges entre Jules et un certain Éloi, un garçon de son âge qu'il avait rencontré à l'université. Des mots d'amour, de doute, de rêves partagés. Mais ce n'était pas tout. Parmi les fichiers, Marc était tombé sur une vieille photo, téléchargée depuis un cloud familial, une photo de lui, jeune, aux côtés d'un homme qu'il n'avait pas vu depuis 30 ans. Un homme dont le souvenir ravivait une douleur qu'il avait cru enfouie pour toujours. Dans les jours qui suivirent, Jules tenta de reprendre une vie normale, mais chaque regard de son père, chaque silence de sa mère, lui rappelait que rien ne serait plus comme avant. À l'université, il retrouva Éloi, un garçon de 20 ans aux cheveux noirs bouclés et au sourire éclatant, un étudiant en arts plastiques qui semblait toujours porter une lumière en lui, même dans les moments sombres. Éloi était français, originaire de Marseille, et son accent chantant avait séduit Jules dès leur première rencontre dans un café près de la Seine. « Tu vas bien ?» demanda Éloi, en posant une main sur celle de Jules alors qu'ils étaient assis sur un banc dans le jardin des plantes. Jules esquissa un sourire, mais ses yeux trahissaient son angoisse. « Mon père, il sait, » murmura-t-il. Éloi fronça les sourcils, inquiet. « Et alors ? Il a dit quoi ?» Jules raconta tout, la découverte, la colère de Marc, le regard d'Amélie. Éloi l'écouta en silence, puis serra sa main plus fort. « Tu n'es pas seul, Jules. On va affronter ça ensemble. » Mais ce que ni Jules ni Éloi ne savaient, c'était que Marc, de son côté, luttait avec ses propres démons. La photo qu'il avait trouvée sur l'ordinateur de Jules, celle de lui, à 20 ans, riant aux côtés d'un jeune homme nommé Léo, avait rouvert une blessure qu'il avait passé des années à ignorer. Léo, son meilleur ami d'adolescence, celui avec qui il avait partagé des rêves, des secrets et peut-être plus, dans une époque où il n'avait pas les mots pour nommer ce qu'il ressentait. Marc, assis dans son atelier à l'usine, fixait la photo qu'il avait imprimée en cachette. Qui avait téléchargé cette image? Pourquoi Jules l'avait-il gardée? Et pourquoi, après toutes ces années, le visage de Léo semblait encore si vivant dans son esprit? Les jours suivants, la maison de Rouen semblait suspendue dans un silence oppressant. Jules évitait son père autant que possible, préférant passer ses soirées avec Éloi ou enfermé dans sa chambre, à écrire des poèmes qu'il ne montrait à personne. Chaque craquement du plancher, chaque claquement de porte le faisait sursauter, comme s'il craignait une nouvelle confrontation. Mais Marc, lui, était ailleurs, perdu dans des souvenirs qu'il avait crus effacer. Marc n'avait jamais parlé de Léo à quiconque, pas même à Amélie. À 20 ans, dans les années 90, il était un jeune homme plein d'ambition, travaillant comme apprenti mécanicien dans un garage de Caen. Léo, un étudiant en architecture, était son opposé, rêveur, charismatique, toujours prêt à défier les conventions. Ils s'étaient rencontrés lors d'un été brûlant, dans un bar où les rires couvraient à peine la musique des Stones. Leur amitié avait été immédiate, intense, mais quelque chose de plus profond, de plus troublant, s'était glissé entre eux. Des regards trop longs, des silences chargés, des moments où leurs mains s'effleuraient sans raison. Marc avait refoulé ses sentiments, terrifié par ce qu'ils signifiaient dans une petite ville où les jugements étaient rapides. Un soir, alors qu'il campait près de la côte normande, Léo avait tenté de parler, de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. « Marc, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose entre nous ?» avait-il murmuré, sous un ciel étoilé. Mais Marc, paralysé par la peur, avait ri, détourné la conversation, et le lendemain, il avait mis de la distance. Quelques mois plus tard, Léo était parti pour Paris, et Marc ne l'avait plus jamais revu. Jusqu'à cette photo, sur l'ordinateur de Jules. Dans la cuisine, Amélie observait son mari avec une inquiétude grandissante. Marc était distant, ses réponses laconiques, ses yeux perdus dans le vague. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient seuls, la télévision diffusant un reportage en fond sonore. Marc haussa les épaules, mais ses mains serraient nerveusement sa tasse de café. « Rien. Juste fatigué. » Amélie n'était pas dupe.
Elle connaissait son mari depuis plus de 20 ans, et ce silence n'était pas celui de la fatigue. « C'est à cause de Jules, » insista-t-elle, sa voix douce mais ferme. Marc tressaillit, comme si elle avait touché une blessure ouverte. « Ce n'est pas seulement Jules, » murmura-t-il enfin, si bas qu'elle dut tendre l'oreille. Ce soir-là, Amélie décida de parler à Jules. Elle frappa doucement à la porte de sa chambre, où il était plongé dans un livre. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Jules hocha la tête, méfiant. Elle s'assit sur le bord du lit, cherchant ses mots. « Ton père, il est perturbé, Jules. Mais je crois que ce n'est pas seulement à cause de ce qu'il a vu. Il y a autre chose. » Jules fronça les sourcils. « Quoi, autre chose ?» Amélie hésita, puis secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais il faut que tu lui parles. Il t'aime, tu sais, même s'il ne sait pas toujours comment le montrer. » À l'université, Jules cherchait du réconfort auprès d'Éloi. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des cafés dans les ruelles pavées de Rouen, discutant de tout et de rien, des poèmes de Baudelaire, des toiles de Monet, de leurs rêves d'avenir. Éloi, avec son optimisme débordant, avait une manière de rendre le monde plus léger. Mais ce jour-là, même lui ne pouvait dissiper l'angoisse de Jules. « Et si mon père ne m'accepte jamais ?» murmura Jules, alors qu'ils étaient assis sur les marches de la cathédrale. Éloi passa un bras autour de ses épaules. « Il t'aime, Jules. Il a juste besoin de temps. Et peut-être qu'il a ses propres batailles à mener. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Jules. Ce soir-là, en rentrant, il trouva Marc dans le salon, seul, une bière à la main. Pour la première fois depuis des jours, leurs regards se croisèrent vraiment. « Papa, on peut parler ?» demanda Jules, la voix tremblante. Marc hocha la tête, mais ses yeux étaient hantés. « D'accord, mais pas ici. Allons marcher. » Ils sortirent dans la nuit fraîche, longeant les quais de la Seine. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, et le silence entre eux était presque palpable. Enfin, Marc s'arrêta, fixant l'horizon. « Jules, ce que j'ai vu sur ton ordinateur, je ne m'y attendais pas. Mais ce n'est pas tout. Il y a cette photo. » Jules fronça les sourcils. « Quelle photo ?» Marc sortit une feuille pliée de sa poche, l'image de lui et Léo, riant, jeune, insouciant. « Ça. Où l'as-tu trouvé ?» Jules sentit son cœur s'accélérer. « Je l'ai trouvé dans les vieux fichiers de grand-mère, sur le cloud. Je ne savais pas qui c'était. Je l'ai gardé parce que tu avais l'air heureux. » Marc déglutit, les yeux brillants. C'était Léo. « Mon ami. » Le mot sembla lui coûter un effort immense. « Jules, il y a des choses que je n'ai jamais dites. À personne. » Le vent d'automne soufflait doucement sur les quais de la Seine, emportant avec lui les mots hésitants de Marc. Jules, à ses côtés, serrait les poings dans les poches de son manteau, attendant que son père continue. La photo, ce fragment du passé, semblait être la clé d'un mystère que Jules n'avait jamais soupçonné. « Léo, c'était plus qu'un ami, » murmura Marc, sa voix presque avalée par le bruit de l'eau. Il s'arrêta, fixant un point invisible à l'horizon. À l'époque, je ne comprenais pas ce que je ressentais. Ou plutôt, je ne voulais pas comprendre. Jules sentit son souffle se couper. Il avait grandi en voyant son père comme un roc, un homme solide, ancré dans les valeurs simples de la famille et du travail. L'idée que Marc ait pu vivre une histoire similaire à la sienne, une histoire qu'il avait enfouie, était presque inconcevable. « Tu l'aimais » demanda Jules, osant à peine poser la question. Marc ne répondit pas tout de suite. Il sortit une cigarette, l'alluma, et la fumée s'éleva en volute dans la nuit. Je ne sais pas si c'était de l'amour. J'avais 20 ans, Jules. J'avais peur. Peur de ce que ça signifiait, peur de ce que les gens diraient. Alors j'ai tout arrêté. J'ai coupé les ponts avec Léo, et j'ai construit ma vie avec ta mère. Jules sentit une vague de compassion l'envahir, mêlée de colère. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Tu savais ce que je vivais, et tu m'as laissé croire que tu ne comprendrais jamais. » Marc baissa les yeux, honteux. « Je ne savais pas comment en parler. Même aujourd'hui, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu ces vidéos sur ton ordinateur, ça m'a ramené à tout ça. À Léo. À ce que j'ai fui. » De retour à la maison, Jules monta dans sa chambre, la tête pleine de questions.
Il ouvrit son ordinateur et retrouva la photo de son père et Léo. En l'examinant de plus près, il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus avant. Le bras de Léo autour des épaules de Marc, leur sourire complice, presque intime. Qui était cet homme qui avait marqué son père au point de le hanter 30 ans plus tard? Le lendemain, Jules décida de faire des recherches. Il fouilla dans les vieux fichiers du cloud familial, cherchant des indices. Il trouva des lettres numérisées, des cartes postales envoyées par Léo à la grand-mère de Jules, qui semblait l'avoir connu. Une carte, datée de 1995, mentionnait Paris et une adresse dans le Marais. Léo vit là-bas, maintenant, pensa Jules. Une idée folle germa dans son esprit. Et s'il retrouvait Léo? Peut-être que cet homme détenait des réponses, non seulement sur le passé de Marc, mais sur la manière dont Jules pouvait avancer avec sa propre vérité. Il en parla à Éloi lors d'un déjeuner dans un petit bistrot près de l'université. « Tu veux retrouver l'ex de ton père » s'exclama Éloi, les yeux écarquillés. « C'est audacieux. »« Ce n'est pas son ex, » corrigea Jules, rougissant. « Juste quelqu'un d'important. Je veux comprendre. Et peut-être que ça aidera mon père à accepter qui je suis. » Éloi sourit, posant une main sur la joue de Jules. « Tu es courageux, tu sais. Je viens avec toi, si tu veux. » Quelques jours plus tard, Jules et Éloi prirent le train pour Paris. L'adresse sur la carte postale menait à une petite librairie dans le Marais, un lieu chaleureux rempli de livres anciens et d'affiches colorées. Derrière le comptoir, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes rondes, triait des ouvrages. Jules sentit son cœur s'accélérer. Était-ce lui? « Bonjour, » dit Jules, la voix hésitante. « Je cherche quelqu'un, Léo. »« Léo Dubois. » L'homme releva la tête, un sourire curieux sur les lèvres. « C'est moi. Et vous êtes ?» Jules déglutit, soudain intimidé. « Je m'appelle Jules. Je suis le fils de Marc. Marc Lefebvre. » Le visage de Léo changea instantanément. Une lueur de surprise, puis de nostalgie, traversa ses yeux. « Marc, » murmura-t-il. « Ça fait longtemps. » La librairie de Léo, nichée dans une ruelle animée du Marais, sentait l'encre et le vieux papier. Jules et Éloi se tenaient devant le comptoir, mal à l'aise, tandis que Léo les observait avec une curiosité mêlée d'émotion. « Le fils de Marc, » répéta-t-il, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, « et tu es venu jusqu'ici pourquoi ?» Jules hésita, cherchant ses mots. « J'ai trouvé une photo de vous deux. Mon père, il ne parle jamais de son passé. Mais depuis qu'il a vu certaines choses sur mon ordinateur, il est différent. Je veux comprendre. » Léo s'appuya contre le comptoir, un sourire triste sur les lèvres. « Certaines choses, hein ?» Il jeta un regard à Éloi, qui se tenait légèrement en retrait, puis revint à Jules. « Viens, asseyons-nous. » Ils s'installèrent dans un coin de la librairie, autour d'une petite table encombrée de livres. Léo raconta son histoire avec Marc. Une amitié intense, marquée par des moments de complicité qu'aucun d'eux n'avait osé nommer. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, expliqua Léo. Dans les années 90, à Caen, être différent c'était risquer de tout perdre. Marc était terrifié. Moi aussi, mais j'ai fini par accepter qui j'étais. Lui, il a choisi une autre voie. Jules écoutait, fasciné et bouleversé. Il voyait son père sous un jour nouveau, non plus comme l'homme autoritaire et distant, mais comme quelqu'un qui avait porté un fardeau en silence. « Il ne m'a jamais rien dit, » murmura Jules. « Et maintenant, il sait pour moi et il a du mal à l'accepter. » Léo hocha la tête, compréhensif. Ça doit être un choc pour lui. Pas seulement à cause de toi, mais parce que ça le force à regarder en face ce qu'il a enfoui. Éloi, qui était resté silencieux, intervint doucement. « Vous pensez qu'on pourrait lui parler? À vous deux, peut-être ?» Léo sembla hésiter. « Je ne sais pas si Marc voudrait me revoir. Mais si tu penses que ça peut t'aider, je suis prêt à essayer. » De retour à Rouen, Jules était partagé entre l'espoir et l'appréhension. Il n'avait pas encore parlé à son père de sa rencontre avec Léo, mais il savait qu'il devait le faire. Un soir, alors qu'Amélie était sortie pour son cours de yoga, Jules trouva Marc dans le garage, occupé à réparer une vieille lampe. « Papa, il faut qu'on parle, » dit-il, le cœur battant. Marc posa son tournevis, méfiant. « Encore. » Jules prit une grande inspiration.
J'ai retrouvé Léo. À Paris. Il tient une librairie dans le Marais. Le visage de Marc se figea. Pendant un instant, Jules crut qu'il allait se mettre en colère. Mais au lieu de cela, son père s'assit lourdement sur un tabouret, comme si tout l'air avait quitté ses poumons. « Tu quoi ?» ?»« Il veut te voir, » continua Jules, déterminé. « Il m'a raconté. Pour vous deux. Ce qui s'est passé. » Marc passa une main sur son visage, les yeux brillants. « Tu ne comprends pas, Jules. C'était une autre vie. Une vie que j'ai laissée derrière moi. »« Mais elle te rattrape, non ?» rétorqua Jules, plus audacieux qu'il ne l'avait jamais été. « Tu ne peux pas continuer à faire comme si rien ne s'était passé. Pas avec Léo. Et pas avec moi. » Les jours suivants, Marc sembla porter le poids du monde sur ses épaules. Il évitait les conversations, se réfugiant dans son travail ou dans de longues promenades solitaires le long de la Seine. Jules, lui, oscillait entre l'espoir et la frustration. Il avait cru que la vérité sur Léo rapprocherait son père de lui, mais au lieu de cela, un mur invisible semblait s'élever entre eux. Amélie, quant à elle, sentait que quelque chose de plus grand se jouait. Un soir, elle prit Marc à part dans leur chambre. « Tu ne me dis rien, Marc, » dit-elle, les bras croisés. « Qu'est-ce qui se passe ? Jules m'a parlé de Léo. Qui est-ce » Marc soupira, s'asseyant sur le bord du lit. Pour la première fois, il raconta tout, son amitié avec Léo, les sentiments qu'il avait refoulés, la peur qu'il avait poussé à tout abandonner. Amélie l'écouta sans l'interrompre, ses yeux passant de la surprise à la compassion. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-elle enfin, la voix douce. « Parce que j'avais honte, » avoua Marc. « Honte de ne pas avoir eu le courage d'être moi-même. Et maintenant, avec Jules, je ne sais pas comment lui faire face. » Amélie posa une main sur la sienne. « Tu l'aimes, Marc. C'est tout ce qui compte. Mais tu dois lui parler. Vraiment. » Encouragé par sa mère, Jules décida d'organiser une rencontre entre Marc et Léo. Il envoya un message à Léo, qui accepta de venir à Rouen. Le rendez-vous fut fixé dans un petit café près de la cathédrale, un lieu neutre où il pourrait parler sans être dérangé. Le jour venu, Jules et Éloi accompagnèrent Marc. Lorsque Léo entra, le temps sembla s'arrêter. Il avait changé. Les années avaient creusé des rides autour de ses yeux, mais son sourire restait le même, chaleureux et un peu mélancolique. Marc, figé, le regardait comme s'il voyait un fantôme. « Marc, » dit Léo, brisant le silence. « Ça fait longtemps. » Marc hocha la tête, incapable de parler. Jules et Éloi s'éclipsèrent discrètement, laissant les deux hommes seuls. Pendant des heures, Marc et Léo parlèrent, de leur jeunesse, de leurs regrets, de la vie qu'ils avaient menée chacun de leur côté. Léo raconta son coming out, ses années à Paris, sa vie ouverte en tant qu'homme gay. Marc, lui, parla de sa famille, de ses peurs, de la douleur de voir Jules traverser ce qu'il avait lui-même fui. « J'ai toujours pensé que j'avais fait le bon choix, » murmura Marc. « Mais en voyant Jules, je me demande si j'ai passé ma vie à mentir. » Léo posa une main sur son bras, un geste simple mais chargé d'histoire. « Tu as construit une belle vie, Marc. Mais il n'est jamais trop tard pour être honnête. Avec toi-même. Avec ton fils. » La rencontre avec Léo marqua un tournant. Marc rentra chez lui ce soir-là, silencieux mais changé. Jules le remarqua immédiatement. Il y avait une douceur nouvelle dans les yeux de son père, une fragilité qu'il n'avait jamais vue. Pour la première fois, Marc s'assit avec Jules dans le salon et parla vraiment. « Je ne veux pas que tu vives avec les mêmes regrets que moi, » dit-il, la voix rauque. « J'ai passé ma vie à avoir peur de ce que je ressentais. Je ne veux pas que tu fasses la même erreur. » Jules sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu m'acceptes, alors ?» demanda-t-il, presque incrédule. Marc hocha la tête, un sourire timide sur les lèvres. « Je t'aime, Jules. Peu importe qui tu aimes. » Ce moment, simple mais profond, fut comme un pont jeté entre eux. Amélie, qui écoutait depuis la cuisine, essuya une larme. Elle savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois, elle sentit que sa famille pouvait guérir. Dans les semaines qui suivirent, Jules et Éloi continuèrent à construire leur relation, plus fort que jamais. Ils décidèrent de s'installer ensemble à Rouen,
dans un petit appartement près de l'université. Marc, de son côté, commença à s'ouvrir davantage, non seulement à Jules, mais aussi à Amélie. Il lui parla de ses doutes, de ses peurs, et ensemble, ils décidèrent de consulter un thérapeute pour naviguer dans cette nouvelle dynamique familiale. Léo, quant à lui, resta en contact. Il invita Marc, Amélie et Jules à une exposition dans sa librairie, un événement célébrant des artistes queer de Normandie. Ce fut une soirée mémorable, où Jules rencontra d'autres jeunes comme lui, des gens qui vivaient leur vérité avec courage. Marc, en observant son fils rire et discuter avec Éloi, sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. L'hiver s'installa à Rouen, drapant la ville d'un manteau de givre. Jules et Éloi, désormais installés dans leur appartement, organisaient des soirées avec leurs amis, remplissant leur petit espace de rire et de musique. Marc et Amélie venaient parfois dîner, apprenant peu à peu à connaître Éloi et à apprécier sa joie de vivre. Mais un soir, alors que Jules triait de vieux cartons dans la maison familiale, il tomba sur une boîte contenant des lettres de Léo, adressées à Marc mais jamais ouvertes. Intrigué, il les apporta à son père. « Papa, tu devrais les lire, » dit-il doucement. « Peut-être qu'il y a des choses que tu as besoin de savoir. » Marc hésita, puis prit les lettres. Cette nuit-là, seul dans son bureau, il les ouvrit une à une. Chaque mot de Léo était un voyage dans le passé, un rappel des rêves qu'ils avaient partagés, des promesses qu'ils n'avaient pas tenues. Dans une des lettres, Léo écrivait « Marc, je ne t'en veux pas d'avoir choisi une autre vie. Mais si un jour tu changes d'avis, je serai là. » Marc pleura en silence, pour la première fois depuis des années. Pas seulement pour Léo, mais pour le jeune homme qu'il avait été, pour les choix qu'il n'avait pas osé faire. Le lendemain, il appela Léo, et ils parlèrent pendant des heures, non pas pour raviver le passé, mais pour le comprendre. Le printemps arriva, apportant avec lui une lumière nouvelle. Jules, désormais confiant dans son identité, organisa une lecture publique de ses poèmes à la librairie de Léo, à Paris. Marc et Amélie étaient là, dans la foule, applaudissant leur fils avec fierté. Éloi, à ses côtés, rayonnait. Après la lecture, Marc prit Jules à part. « Je suis fier de toi, » dit-il, les yeux brillants. « Et je suis désolé pour tout ce que je n'ai pas compris avant. » Jules sourit, ému. « Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » La vérité familiale, révélée par un simple ordinateur, avait transformé leur vie. Marc n'avait pas seulement accepté son fils, il avait appris à s'accepter lui-même, à faire la paix avec son passé. Léo, devenu un ami de la famille, était le symbole de cette réconciliation. Alors que la soirée s'achevait, Jules et Éloi se promenèrent dans les rues de Paris, main dans la main. Sous les lumières de la ville, ils savaient que leur amour, comme celui de tant d'autres avant eux, était une force capable de surmonter les peurs et les silences. Et dans leur maison de Rouen, Marc et Amélie, plus unis que jamais, regardaient l'avenir avec espoir, conscients que l'amour, sous toutes ses formes, était la plus belle des vérités.